Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois léger par les mots, mais pesant par son fond. Nous allons nous attaquer au fondement des rôles féminins et masculins, au sein du foyer, de la famille, et de la société en général, depuis l'apparition de l'humanité. Sur ce point, le dernier siècle, c'est-à-dire les années 1900, fut celui d'un changement historique, qui a des racines lointaines, et aura des conséquences beaucoup plus profondes que celles apparentes, sur l'avenir humain. Avant tout, je vous invite à coupler ce contenu avec la vidéo sur ma chaîne traitant du féminisme à l'école, ainsi qu'avec celle abordant le concept de morale, qui sont toutes deux en description. Notez que cette vidéo se veut comme une introduction synthétique à un nouvel angle d'approche, moins idéaliste et invectivant que celui adopté par la doxa ambiante, mais bien plus réaliste et pragmatique. Cela vous permettra d'avoir une vue plus aiguisée portée sur les changements sociétaux en cours, qui, je le répète, sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Commençons par faire un petit exercice d'imagination. Nous sommes en Europe, en moins 150 000 avant Jésus-Christ, à une époque où seulement quelques petits groupes humains dispersés luttent pour survivre à la surface de la Terre. À ce moment de l'histoire, rien n'est encore écrit, et l'homme avec un grand H peut disparaître à tout moment. Un hiver trop rigoureux, la maladie, une pénurie alimentaire, la concurrence avec d'autres groupes, le moindre événement peut, en un instant, réécrire l'histoire. La mortalité infantile est colossale. Chaque clan lutte pour ne pas s'éteindre. La pression sélective est extrême, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Chaque homme et femme, les plus adaptés par leur comportement et leur génétique, auront un avantage sélectif et transmettront leurs gènes. Les moins adaptés trépassent, sans laisser de suite. À ce moment, chaque élément sociétal, ou génétique, donnant un avantage pour la survie et la reproduction, est une bénédiction, et peut alors se répandre comme une traînée de poudre, à travers tout le continent par sélection. C'est dans ce contexte qu'un caractère social va apparaître chez notre espèce, et faire la différence en permettant de pérenniser les groupes qui l'adoptent. Grâce à ce dernier, ils pourront avoir une meilleure natalité, et de meilleures chances de survie, afin de conquérir le monde, et devenir nos ancêtres répartis sur toute la planète. Ce caractère n'est autre que la séparation des tâches en fonction des sexes. En effet, en ce qui concerne les rôles sexués ancestraux de l'homme et de la femme, comme vous le savez, les choses ont changé drastiquement depuis le milieu du XXe siècle, après plus de 300 000 ans de répartition de tâches sociétales totalement asymétriques au sein des foyers et familles. Sachez que durant des milliers d'années, bien avant l'invention de l'écriture, chaque sexe avait un rôle diamétralement opposé. Cela ne veut pas dire qu'il y en avait un supérieur ou un inférieur, les deux étaient à la fois utiles et complémentaires. Les groupes les plus vigoureux et nombreux le sont devenus grâce à l'adoption d'une répartition des tâches drastique en fonction des sexes, et la sélection génétique de nos ancêtres s'est faite en fonction de ce caractère prédominant. C'est ainsi que, sans être exhaustif, les hommes ont globalement accompli les tâches dites extérieures, plutôt physiques, comme la chasse, la guerre ou le travail des champs, et les femmes réalisaient plutôt des tâches tout aussi primordiales, dites intérieures, c'est-à-dire la préparation de la viande et des repas, le séchage des peaux, l'entretien du foyer, et la tâche la plus chronophage et capitale, l'enfantement et l'éducation des enfants. Cette répartition était la configuration, donnant le plus de chances de survie aux groupes qui l'adoptaient, et permettait donc à ces derniers de surpasser les autres, et de coloniser l'espace et le temps. Durant l'immense partie de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire en réalité depuis environ 200 000 à 300 000 ans, et donc 99,999% de l'histoire humaine, chaque sexe avait un rôle bien défini, et le regroupement de tâches multisexuées était globalement rare et minoritaire. Cette structuration s'est faite sous la contrainte des lois naturelles, non pas par choix, ou par volonté de domination. Non pas non plus car la nature aurait été sexiste, mais elle s'est faite en réalité beaucoup plus humblement, pour une raison simple. Cette structuration apparut uniquement sous l'influence de la pression sélective des lois naturelles, qui ont induit, comme dans toute espèce, la meilleure conformation pour la survie.
La vie cherchant à prospérer le plus possible, nos ancêtres, qui étaient déjà des êtres sociaux, ont adopté ce fonctionnement, afin de maximiser simplement leurs chances de prospérer. C'est alors que les groupes humains, ayant séparé le plus les tâches entre femmes et hommes, se sont imposés par une meilleure efficacité globale, une meilleure reproduction, et en toute logique, de meilleures chances de survie pour les petits et futures générations. Cette sélection, à la fois comportementale et génétique, a donc conjointement façonné le génome de nos aïeux, qui se sont reproduits plus efficacement, induisant ainsi un certain type de comportement, ou du moins des prédispositions comportementales non aléatoires gravées dans notre génome. Ces caractères, qui forment notre ADN d'aujourd'hui, n'ont pas changé, car depuis, la sélection génétique n'a plus jamais été aussi forte qu'à l'époque où ce clivage homme-femme s'est effectué. C'est d'ailleurs ce que la science démontre actuellement avec l'étude du cerveau, chez les garçons et les filles, ainsi qu'avec l'étude des comportements statistiques. Nous pourrons d'ailleurs faire une future vidéo sur ce sujet passionnant, qui touche à la génétique comportementale, avec bien sûr de très nombreuses nuances à apporter. Cependant, continuons. Il faut bien comprendre ce point essentiel, afin d'avoir une lecture correcte de l'histoire des sexes chez l'être humain. C'est donc dans un contexte de sélection extrêmement rude, que le génome du genre humain fut façonné par la nature, car jadis, où seulement quelques milliers d'êtres humains formaient alors l'entièreté de l'humanité, en l'espace de seulement une ou deux générations, un caractère social ou génétique pouvait être sélectionné et adopté très rapidement, et faire une grosse différence dans la lutte pour la vie. Les groupes les plus performants furent donc de meilleurs reproducteurs, et formèrent nos ancêtres génétiques. En outre, plus la pression de la sélection naturelle est forte sur une espèce, et plus cette dernière va s'uniformiser génétiquement et socialement, en adoptant le meilleur comportement adapté à un milieu. On peut en quelque sorte voir la sélection naturelle, comme le marteau et le burin qui permettent à un sculpteur de réaliser une pièce complexe, après chaque coup précis modifiant la structure. Alors, si l'environnement change, l'angle de pression de la sélection va changer, et ainsi bouleverser les attitudes d'une espèce, la poussant soit à s'adapter, soit à disparaître. Mais alors, quel est le point central permettant de mesurer l'adaptation d'une espèce ? Comment faire pour observer si cette dernière adopte les critères clés de sa survie ? Le critère central permettant l'adaptabilité comportementale et génétique d'une entité, c'est toujours l'efficacité de sa reproduction. Les groupes les mieux adaptés aux nouveaux milieux se reproduisent plus intensément et absorbent donc les autres avec le temps. Alors, que se passe-t-il si cette sélection naturelle qui fait partie en toute logique de la nature disparaît ? L'espèce humaine, notre espèce, ne serait-elle pas la seule espèce du monde du vivant à s'être extraite de toute forme de pression sélective ? Et si c'est le cas, quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'humanité ? En effet, bien que la réponse soit purement théorique, si toute forme de sélection disparaît, alors on peut imaginer qu'il n'y ait plus ce fameux sculpteur qui façonne notre structure commune. On peut concevoir qu'il n'y ait donc plus aucun type de force supérieure qui structure l'espèce en question, afin de lui donner du corps. Alors, rien ne pourra plus influencer la reproduction et la survie des individus. Rien ne pourra plus contraindre à un cadre social et moral visant à maximiser la prospérité commune. L'espèce deviendra semblable à un amas d'électrons libres, en formation anarchique. Le néant, c'est ce qui risque d'arriver au fil des générations désélectionnées, ce qui rendra la structure globale de l'espèce en question informe et inadaptée à un milieu. Incapable d'unité, incapable de faire corps. Bien que tout cela soit théorique, il n'en demeure que c'est une réalité pertinente à l'échelle des siècles. La sélection participe donc à la création d'une forme d'uniformité et de cohésion au sein d'une espèce. Par ailleurs, la nature cherchant l'équilibre, une sélection trop forte est tout autant inappropriée qu'aucune forme de sélection du tout. Après avoir compris cela, alors, quels sont les éléments qui ont fait basculer l'humanité dans une ère nouvelle qu'elle n'a jamais connue depuis près de 300 000 ans ?
Quels procédés ont permis aux rôles ancestraux des femmes et des hommes de voler en éclats dans des proportions frôlant parfois avec la négation même des genres sexués? En effet, au sein de notre espèce, en raison d'une croissance technologique presque constante bien qu'inégale et qu'imparfaite, la sélection naturelle a progressivement diminué bien qu'elle soit restée forte pendant de très nombreux siècles. Pour vous donner un ordre d'idée avec un exemple récent, on peut dire qu'au XIXe siècle l'espérance de vie était en moyenne de 30 ans, et 3 enfants sur 10 mouraient avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Il y a donc seulement 200 ans, ce qui est très peu, la vie de nos aïeux était totalement différente, et une forme de pression sélective affectait encore énormément la société. C'est alors que le point de bascule, qui changea le visage de l'humanité, est indéniablement le XXe siècle. L'espérance de vie fut presque triplée par rapport au XIXe, ce qui est colossal et jamais vu, passant de 30 ans à 75 ans, et la mortalité infantile fut pratiquement anéantie avec 5 enfants sur 1000 trépassant en moyenne, contre 300 sur 1000, 200 ans plus tôt. Ainsi, le XXe siècle fut celui qui anéantit presque en intégralité la sélection, qui était pourtant la norme au sein de notre espèce depuis des milliers d'années. Ce siècle fut aussi celui des progrès technologiques les plus inouïs, changeant totalement la face de nos sociétés, des notions de médecine, d'espérance de vie, de travail, d'opportunités professionnelles, etc. Le cumul de ces deux facteurs, c'est-à-dire la fin de la sélection naturelle et l'amélioration titanesque du niveau technologique de la vie, et de sa durée temporelle, permit donc à la séparation intrinsèque adoptée par les hommes et les femmes, afin de maximiser leurs chances de prospérer, de s'effondrer totalement, car cette dernière dépendait de ces deux facteurs clés, imposés par un environnement sélectif. Sans cette sélection anéantissant les plus faibles et inutiles. Sans une espérance de vie ne laissant que peu de temps à consacrer à autre chose qu'à la reproduction. Sans la dureté et la rudesse de la vie, qui ne permettait à chaque sexe que l'unique conformation la plus adaptée à la structure familiale, séparant les tâches et optimisant la reproduction et la survie. Sans tout cela, alors plus rien ne maintenait l'ordre naturel installé depuis des milliers d'années. Voilà démasquer la racine du féminisme extrémiste, du progressisme, du wokisme, de l'égalitarisme forcené. Notez que nous ne portons pas de jugement de valeur, mais expliquons seulement un phénomène sociétal. C'est alors que le nouveau visage de l'humanité apparut, un nouveau visage, qui n'avait plus de lien avec tout ce qu'il avait adopté pendant des milliers d'années. Un nouveau visage qui voulait même détruire l'ancien, le déconstruire. Un nouveau visage qui donnera un 21e siècle, libéré de la nature. Mais l'humanité peut-elle vraiment se réjouir d'avoir accompli une telle prouesse? Pour ce faire, il faudrait parler d'humanité commune, hors l'Europe, l'Asie, l'Océanie, les Amériques, l'Afrique, toutes sont des terres différentes et plurielles. Alors n'oubliez pas. La Terre est vaste. De nombreuses civilisations la composent, qui n'ont pas toutes anéanti leur cadre naturel. Qui n'ont pas toutes fait le choix de la déconstruction la plus totale. Le réel, la nature, finiront probablement toujours par rattraper les hommes, du moins, tant que l'humanité ne sera pas une et indivisible, ce qui n'est pas près d'arriver. Merci à tous.